Bonjour, chers amis, ainsi que chers abonnés qui ont souvent l'habitude de nous accompagner ici dans Galsen Cours. Comme nous le savons nous tous, Galsen Cours est tout simplement une chaîne qui répond aux besoins de l'éducation. Aujourd'hui, je suis venu avec l'exercice 3, parce que comme je le disais, j'ai préparé 5 exercices au niveau du TD. J'ai déjà corrigé les 2 premiers exercices. Donc aujourd'hui, on va entamer le 3e exercice. Et je pense que vous avez aussi compris les 2 premiers exercices que j'ai corrigés. Merci aussi, je vois les commentaires, les encouragements et tout. Ça me fait vraiment un réel plaisir. Donc on va continuer le 3e exercice. Juste avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les notifications. Voilà. Donc, exercice 3 nous dit, à partir des informations tirées des 3 documents proposés ci-après, donc après, on nous a proposé 3 documents. Donc, on nous dit à partir des informations tirées des 3 documents proposés ci-après, montrer comment un centre nerveux, ici le 6e ganglion, intègre les informations qu'il reçoit. Donc, la question est bien précise. Montrer comment un centre nerveux, ici le 6e ganglion, intègre les informations qu'il reçoit. Donc, on nous a dit à partir des informations tirées des 3 documents proposés ci-après, montrer comment un centre nerveux, ici le 6e ganglion, intègre les informations qu'il reçoit. C'est bien clair, le centre nerveux, ici c'est le 6e ganglion. Et on nous demande de montrer comment ce 6e ganglion-là intègre les informations qu'il reçoit. Donc le centre nerveux ici, c'est le 6e ganglion. Entre parenthèses, les phénomènes ioniques ne sont pas attendus. Donc on ne fait pas allusion aux phénomènes ioniques. D'accord, on continue. Donc c'est ça la question. Montrer comment un centre nerveux, ici le 6e ganglion, intègre les informations qu'il reçoit. Vous savez très bien le rôle d'un centre nerveux. Voilà. Donc, on nous dit, la blatte est un insecte intéressant pour étudier expérimentalement la transmission des messages nerveux. La blatte est un insecte. Donc ici, on a utilisé un insecte rien que pour étudier expérimentalement la transmission des messages nerveux. Donc, on veut tout simplement étudier la transmission des messages nerveux. Cela signifie que nous allons nous procéder avec des expériences. Donc, parce qu'on a dit intéressant pour étudier expérimentalement, donc forcément, on va faire des expériences, n'est-ce pas, pour connaître la transmission des messages nerveux. Maintenant, un souffle d'air stimule des soies portées par les cercles de l'extrémité abdominale de la blatte et déclencher chez celle-ci une réaction de fuite. Donc, on va exciter pourquoi? Par un souffle d'air. Parce que ce sont ces souffles d'air-là qui stimulent des soies portées par les cercles de l'extrémité abdominale de la blatte et celle-ci déclenche une réaction de fuite. N'est-ce pas? Lorsqu'on stimule avec un souffle d'air, celle-ci déclenche tout simplement une réaction de fuite. Voilà. Cependant, des mouvements spontanés des cercles ne déclenchent pas cette réaction, bien qu'il y ait stimulation de ces mêmes soies. Cependant, des mouvements spontanés des cercles ne déclenchent pas cette réaction. Donc c'est tout simplement un souffle d'air qui stimule des soies portées par les cercles. On est d'accord, et celle-ci déclenche une réaction de fuite. Mais cependant, des mouvements spontanés des cercles ne déclenchent pas de cette réaction, bien qu'il y ait une stimulation
de ces mêmes soies. On continue. Tout ça, ce sont des informations tout court. Mais ce sont des informations qui ont de la qualité, qui ont une importance capitale. Voilà, on va entrer dans le vif du sujet maintenant. On se propose d'étudier les mécanismes qui permettent à un centre nerveux d'intégrer des informations et d'élaborer une réponse. On se propose d'étudier les mécanismes qui permettent à un centre nerveux d'intégrer des informations et d'élaborer une réponse. On est d'accord? Voilà, c'est ça le document 1. Si vous voyez là, le document 1, on a ici des antennes. L'œil est là. D'accord? Ça, ce sont des ganglions abdominaux. Après les ganglions abdominaux, on a le nerf sensoriel, cercal et paracéral. Voilà, paracercal, autant pour moi. C'est ça le nerf sensoriel, cercal et paracercal. Et d'accord? C'est ça le cercle. C'est bien annoté. On est d'accord? Voilà. Ici, on a chaîne nerveuse ventrale. Là, c'est la chaîne nerveuse ventrale. C'est ça le 6e ganglion abdominal qui est ici un centre nerveux. Ça, c'est le nerf cercal. D'accord? Ça, c'est le nerf paracercal. Et ça, c'est le récepteur situé à la base d'un cercle. On est d'accord? C'est bien annoté. Regardez bien en même temps que moi. Là, c'est ce qu'on appelle soit sensoriel d'un cercle, soit sensoriel d'un cercle. En quelque sorte, c'est ça le document 1. Le premier document. On continue. Maintenant, il nous dit, sur une dissection du système nerveux de la blatte, on observe que les cercles sont connectés à la chaîne nerveuse abdominale. Il dit, sur une dissection du système nerveux de la blatte, on observe que les cercles sont connectés à la chaîne nerveuse abdominale. Les cercles sont connectés à la chaîne nerveuse abdominale. Ça, c'est une information. Chaîne nerveuse abdominale. On est d'accord? Retenez-vous bien ça. Nous allons expliquer ça après. Sur une dissection du système nerveux de la blatte, on observe que les cercles sont connectés à la chaîne nerveuse abdominale. Donc, retenez-vous bien que les cercles sont connectés à la chaîne nerveuse abdominale. Mais comment ces cercles-là sont connectés? Nous allons y revenir. On continue. Les messages émis par les récepteurs situés à la base des soies sensorielles, au niveau des soies sensorielles d'un cercle, il y a des récepteurs qui, voilà, ça est là par exemple, récepteurs situés à la base d'un cercle, ce sont ces récepteurs-là. Donc il dit les messages émis par les récepteurs, parce qu'un récepteur est capable de recevoir une information. Et une fois que l'information est reçue par le récepteur, ce dernier va élaborer l'information. Mais comment il va élaborer l'information? On y reviendra. Les messages émis par les récepteurs situés à la base des soies sensorielles sont conduits jusqu'au 6e ganglion abdominal par des nerfs, par les fibres du nerf cercal. Donc j'ai dit, une fois que le récepteur sensoriel reçoit l'information, les informations sont conduites. Conduites par qui? Conduites par le ganglion, par les fibres du nerf cercal. C'est ça, les fibres du nerf cercal. Donc l'information est véhiculée et est conduite par les nerfs des fibres cercales ou jusqu'au niveau du 6e ganglion qui est là. Attends. Voilà. Une fois que l'information est recueillie par le récepteur situé à la base d'un cercle, maintenant, ce sont les nerfs cercales qui vont prendre l'information et de le faire propager
jusqu'au niveau du ganglion, du 6e ganglion, qui est ici le centre nerveux. On est d'accord? Donc retenez ça aussi, c'est une information. Voilà. D'autres récepteurs localisés à la base des cercles envoient des messages à ce même ganglion par les fibres du nerf paracercal. Je disais que les récepteurs situés à la base d'un cercle reçoivent l'information. Une fois que l'information est reçue par ces récepteurs, ce sont les nerfs des fibres cercales qui vont faire propager l'information jusqu'au niveau du 6e ganglion. Maintenant, il y a d'autres récepteurs qui se trouvent au niveau de la base d'un cercle. On est d'accord? Maintenant, ces récepteurs-là reçoivent aussi des informations et les faire propager jusqu'au niveau du 6e ganglion par les nerfs paracercales. Donc là, nous retenons bien que les nerfs des fibres cercales conduisent des informations jusqu'au niveau du centre nerveux qui est le 6e ganglion abdominal, mais aussi il y a d'autres récepteurs sensoriels situés à la base d'un cercle qui reçoivent aussi des informations et de les faire propager jusqu'au niveau du 6e ganglion par les nerfs paracercales. Donc les nerfs cercales et les nerfs paracercales conduisent l'information autant pour moi. On est d'accord? Ça aussi, c'est une information. Vous devez le retenir. On continue. C'est ça le document 2. Le document 1, autant pour moi. Document 2. C'est ça le document 2. Voilà. On place 3 paires d'électrodes E1, E2 et E3. Vous voyez, E1 est là, E2 est là, branché à ce niveau. E3 est là aussi. Parce que là, si vous regardez bien, ce sont des fibres cercales. Là, paracercales. Et là, ce sont des fibres nerveuses. Voilà, on continue. E1 et E3 sont utilisés comme électrodes stimulatrices. Donc E1 et E3 n'est pas des électrodes réceptrices, mais plutôt des électrodes stimulatrices. E2 comme électrode réceptrice. Cette fois-ci, c'est E2 tout simplement qui est une électrode réceptrice. E1 et E3 sont des électrodes stimulatrices. Elles permettent de stimuler. Et c'est E2 qui enregistre les résultats. On continue. Maintenant, 3 expériences sont alors réalisées. Une stimulation de forte intensité est portée en E1. Le passage d'un message nerveux est enregistré à E2. Donc, lorsqu'on a stimulé avec une intensité portée au niveau de E1, le passage d'un message nerveux est enregistré en E2. Ça veut dire quoi? On a stimulé avec une intensité forte au niveau de l'électrode E1 et on a enregistré une réponse, c'est-à-dire le message nerveux passe dans ce chemin, n'est-ce pas? Donc on a stimulé avec une stimulation E1 au niveau de l'électrode E1 et on a enregistré une réponse, c'est-à-dire le message nerveux se propage au niveau de E2 parce que E2 est ici une électrode réceptrice. On a stimulé avec E1, E2 enregistre le passage d'un message nerveux. On est d'accord? On continue. Une stimulation de forte intensité est portée en E3, là, mais aucun message n'est enregistré en E2. Alors qu'un message nerveux est bien parvenu au 6e ganglion abdominal. Je répète, une stimulation de forte intensité est portée en E3. Là, on a stimulé avec une forte intensité au niveau de E3, qui est une électrode de stimulation. Il nous dit aucun
message n'est enregistré en E2. Aucun message n'est enregistré en E2. Regardez bien. Pourquoi ça? Regardez, E1 est placé au niveau des fibres cercales. Au niveau des fibres cercales. Et on a enregistré le passage d'un message nerveux en E2. Regardez, E3. L'électrode E3 est placé au niveau des fibres paracercales. Et on n'a pas enregistré de réponse en E2. Et pourtant, il y a un message qui circule jusqu'au niveau du ganglion abdominal. Qu'est-ce qui explique ça? On y reviendra. Retenez-vous bien les explications. On essaie tout simplement de décortiquer les documents. Voilà. Deux stimulations de forte intensité sont portées simultanément en E1 et en E3. Aucun message n'est enregistré en E2. Cette fois-ci, on a stimulé simultanément avec des intensités fortes en E1 et en E3 en même temps, mais aucun message n'est enregistré en E2. Mais comme dans le cas de la deuxième expérience, un message est parvenu au sixième ganglion. Le message est parvenu au sixième ganglion et pourtant on n'a pas enregistré de réponse. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Ici, on a porté une stimulation en E1, on a enregistré une réponse en E2, c'est-à-dire le passage de l'information nerveuse en E2. On a stimulé, attends, je vais montrer la figure. Ici, on a excité avec une intensité au niveau de l'électrode E1, on a enregistré un passage de l'influx nerveux en E2. Là, on a stimulé avec une intensité au niveau de l'électrode E3, on n'a pas enregistré le passage de l'information en E2. Et pourtant, il y a un message qui circule vers le ganglion, le sixième ganglion. Ensuite, on a excité simultanément au niveau de E1 et E3, on n'a pas enregistré le passage le passage de l'information, de l'influx nerveux en E2. Qu'est-ce qui explique ça? On y reviendra. Retenez-vous bien juste les informations qu'on a. Le document 3. C'est ça en quelque sorte le document 3. Voilà. Dans le sixième ganglion abdominal, les fibres cercales et paracercales sont en contact synaptique, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un interneurone avec l'arbre dendritique de neurones saillants. Regardez là. Ici, ce sont des fibres du nerf cercal. On est d'accord? Ça, c'est l'arbre dendritique, les dendrites. On est d'accord? Donc, ces fibres du nerf cercal-là sont en contact direct avec les arbres dendritiques. Mais regardez là. Les fibres du nerf paracercal ne sont pas en contact direct avec les arbres dendritiques. Il y a des interneurones ici. N'est-ce pas? C'est un contact indirect. Là, c'est direct, mais là, c'est indirect. Les fibres du nerf paracercal sont là. Il y a des interneurones là. Et ça, ce sont des, des arbres dendritiques. Voilà. Ils sont en contact indirect. C'est pour ça qu'on dit dans le sixième ganglion abdominal, les fibres cercales et paracercales sont en contact synaptique, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un interneurone, avec l'arbre dendritique de neurones saillants. Voilà. Vous voyez, il y a des synapses ici. Synapses indirectes. Il y a des interneurones. Là,
ce sont des contacts directs. Il y a contact indirect parce qu'il y a des interneurones qui relient les fibres du nerf paracercal et les arbres dendritiques. On est d'accord? C'est bien clair. On continue. Voilà. Il dit ces derniers sont donc des neurones postsynaptiques. Ces dernières qui, l'arbre dendritique des neurones ayants, sont des neurones postsynaptiques. C'est ça les neurones postsynaptiques. Ça, les arbres dendritiques là, ce sont des neurones postsynaptiques. Et les fibres cercales et paracercales sont des neurones présynaptiques. N'est-ce pas? Voilà. Donc, on peut dire que, voilà, ces derniers sont donc des neurones postsynaptiques. Ces derniers, c'est tout simplement l'arbre dendritique des neurones ayants. N'est-ce pas? Recevant des informations véhiculées par les deux types de fibres. Donc, c'est le neurone présynaptique qui contient les vésicules synaptiques. Et ces vésicules synaptiques-là renferment tout ce qu'on appelle des neurotransmetteurs. Ils vont transmettre ces neurotransmetteurs-là. On est d'accord? Voilà. Chacun d'eux se prolonge par un axone qui emprunte la scène nerveuse abdominale. L'activité des neurones ayants est testée grâce à un système d'enregistrement relié à des oscillographes qui est composé des microélectrodes R1 et R3 implantés dans le neurone et des électrodes R2 et R4 de référence à potentiel fixe. Regardez. Là, R1, vous voyez son positionnement, n'est-ce pas, à la surface. Et voilà, est implanté. C'est ce qu'on a dit, non? Attendez. Voilà. L'activité des neurones est testée grâce à un système d'enregistrement relié à des oscillographes qui est composé des microélectrodes R1 et R3 implantés dans le neurone. Donc R1 et R3 est implanté dans le neurone. Regardez. R1 est dans le neurone, R3 est dans le neurone, dans l'axoplasme. On est d'accord? Maintenant, R4 et R2 sont des potentiels fixes, c'est-à-dire potentiels de électrodes de référence. N'est-ce pas? Donc R1 et R3 sont implantés dans l'axoplasme à l'intérieur de l'axone. R2 et R4 sont en potentiel fixe. On continue. Voilà. Donc on a fait l'essentiel, le tour des documents. Donc, la question, c'était tout simplement la manière dont l'information est transmise par le centre nerveux. On est d'accord? C'est ça la question. Là, montrer comment un centre nerveux ici, le 6e ganglion, intègre les informations qu'il reçoit. Donc, nous savons très bien que les centres nerveux sont des lieux d'intégration des informations reçues et d'élaboration de messages sous forme d'influx nerveux moteur. Une fois que le centre nerveux reçoit l'information, il va encore donner l'information à des fibres motrices. Raison pour laquelle je dis, les centres nerveux sont des lieux d'intégration des informations reçues et d'élaboration de messages sous forme d'influx nerveux moteur. Le centre nerveux reçoit l'information et il élabore le message sous forme d'influx nerveux moteur. On est d'accord?
Maintenant, on va essayer de décortiquer l'expérience 1. Expérience 1, autant pour moi. La première expérience. Voilà. Une stimulation de forte intensité est portée en E1. Le passage d'un message nerveux est enregistré en E2. Regardez. On a excité avec une intensité élevée en E1. E1 ici est une électrode stimulatrice. On a enregistré le passage de l'influx nerveux en E2. Qu'est-ce que ça signifie? Regardez, là, c'est le nerf cercal. Donc, normalement, c'est le nerf cercal qui véhicule l'information jusqu'en E2. Donc, on peut dire le nerf cercal conduit le message nerveux du point de stimulation jusqu'à la scène nerveuse reliée au 6e ganglion abdominal. N'est-ce pas? Scène nerveuse, c'est ça la scène nerveuse reliée au 6e ganglion abdominal. Expérience 1, c'est ça la réponse. Le nerf cercal conduit le message nerveux au point de stimulation jusqu'à la scène nerveuse reliée au 6e ganglion abdominal. C'est ça la première expérience. Ce qu'on doit dire, expérience 1, 2 points. Le nerf cercal conduit le message nerveux du point de stimulation jusqu'à la scène nerveuse reliée au 6e ganglion abdominal. Je me fais comprendre. Voilà. Deuxième expérience. Ça disait quoi? Une stimulation de forte intensité est portée en E3. E3 est là. E3 est posé au niveau des nerfs paracercales. Aucun message n'est enregistré en E2, alors qu'un message nerveux est bien parvenu au 6e ganglion abdominal. Là, on a stimulé avec une intensité en E3 et aucun message n'est enregistré en E2. Et pourtant, il y a un message nerveux qui circule jusqu'au niveau du 6e ganglion abdominal. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Cela veut dire que le message nerveux issu de la stimulation du nerf paracercal ne s'est pas propagé au-delà du ganglion. L'information arrive là, mais ne circule pas au-delà du ganglion. Il y a le message. On a stimulé avec une intensité au niveau des électrostimulatrices E3. On n'a pas enregistré de passage de l'information. Parce que si vous regardez bien, l'électrode E2 est placée après le ganglion abdominal. Donc c'est ça la scène nerveuse. Donc l'information arrive là, mais ne peut pas dépasser, ne peut pas traverser le 6e ganglion. Raison pour laquelle on ne peut pas enregistrer le passage d'un message nerveux. Et pourtant l'information arrive jusque-là. Donc on peut dire expérience 2, le message nerveux issu de la stimulation du nerf paracercal ne s'est pas propagé au-delà du ganglion spinal. C'est ça qu'on doit dire au niveau de l'expérience 2. On va regarder expérience 3. Troisième expérience, c'est deux stimulations de forte intensité sont portées simultanément en E1 et en E2. Mais aucun message n'est enregistré en E2. Comme dans le cas de la deuxième expérience, un message est bien parvenu au 6e ganglion. Regardez, on a porté deux stimulations simultanées en E1 et en E3. On n'a pas enregistré le passage de message nerveux en E2. Et pourtant, il y a un message qui arrive au niveau du 6e ganglion. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? On peut dire tout simplement que la stimulation simultanée des deux nerfs ne génère pas un message nerveux qui se propage. Et pourtant, lorsqu'on avait stimulé le premier nerf, on avait enregistré le passage de l'information. On a stimulé le deuxième nerf, on n'a pas enregistré le passage de l'information nerveuse. On a stimulé en même temps les deux, on n'a pas enregistré.
Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? La stimulation spontanée de deux nerfs ne génère pas un message nerveux qui se propage. La stimulation des fibres du nerf cercal donne un potentiel d'action au niveau de l'axone à cause donc de PPSE. Je répète, la stimulation des fibres du nerf cercal donne un potentiel d'action au niveau de l'axone à cause donc de PPSE, potentiel postsynaptique excitatrice. On est d'accord? C'est ça qu'on doit dire au niveau de l'expérience 3. Je répète, la stimulation spontanée de deux nerfs ne génère pas un message nerveux qui se propage. La stimulation des fibres du nerf cercal donne un potentiel d'action au niveau de l'axone à cause donc de PPSE. La stimulation des fibres du nerf paracercal, j'ai terminé avec le nerf cercal, la stimulation des fibres du nerf cercal. Lorsqu'on a la stimulation des nerfs, des fibres du nerf paracercal donne un potentiel d'action au niveau de l'axone à cause donc de PPSE. Et la stimulation des fibres du nerf paracercal donne une hyperpolarisation à cause de PPSI et une simple dépolarisation au niveau de l'axone en valeur d'un PP, d'un potentiel de repos. Voilà, regardez là. Voilà, stimulation des fibres du nerf cercal. Et on obtient en A et en B les réponses suivantes. Regardez bien. Lorsqu'on a stimulé les nerfs du nerf cercal, première excitation, et on obtient en A et en B les réponses suivantes. Là, c'est une dépolarisation. Simple dépolarisation inférieure à 0 mV. Et là, en B, on a un potentiel d'action avec une légère hyperpolarisation. On stimule les fibres du nerf paracercal et on obtient en A et en B les réponses suivantes. Là, c'est une hyperpolarisation. Automatiquement, on a une hyperpolarisation et là, un potentiel de repos. Il n'y a pas de différence de concentration entre l'extérieur et l'intérieur. Regardez. Là, c'est en A. Lorsqu'on a excité les fibres du nerf cercal, là, on est d'accord? On enregistre en A et en B une faible dépolarisation en A, inférieure à 0 mV. Et en B, on enregistre un potentiel d'action suivi d'une légère hyperpolarisation. On est d'accord? Lorsqu'on a excité maintenant les fibres du nerf paracercal et on obtient en A et en B, en A, on a une hyperpolarisation. Ensuite, en B, un potentiel de repos. Donc, l'expérience 3, la stimulation des fibres du nerf cercal donne un potentiel d'action, n'est-ce pas, au niveau de l'axone à cause de PPSE. D'accord? Vous voyez les réponses. La stimulation des fibres du nerf paracercal donne une hyperpolarisation, vous le voyez là. Vous le voyez là. Donne une hyperpolarisation à cause de quoi? À cause de PPSI. Potentiel d'action postsynaptique inhibé. Voilà. Et une simple dépolarisation au niveau de l'axone en valeur d'un potentiel de repos. Vous le voyez là. Donc la stimulation des fibres du nerf paracercal donne une hyperpolarisation
à cause d'un PPSI et une simple dépolarisation au niveau de l'axone en valeur d'un PR, c'est-à-dire un potentiel de repos. Donc, la stimulation des fibres cercales donne ces réponses-là et la stimulation des nerfs paracercales donne ces réponses-là. Là, on a une dépolarisation de faible amplitude inférieure à 0 mV. Là, un potentiel d'action suivi d'une hyperpolarisation. Là, une hyperpolarisation et là, un potentiel de repos. On est d'accord? Voilà. Au niveau du cône axonique, il se produit une sommation algébrique. Ça aussi, il faut l'énumérer. Au niveau du cône axonique, n'est-ce pas? C'est ça l'axone. Au niveau du cône axonique, des neurones, il se produit une sommation algébrique des PPS qui, si le seuil est atteint, génère un potentiel d'action qui se propage. Si le seuil n'est pas atteint, une simple dépolarisation qui ne se propage pas est observée. Ce qu'on a là. Là, si le seuil est atteint, il génère un potentiel d'action qui se propage. Si le seuil n'est pas atteint, une simple dépolarisation qu'on voit là en A, qui ne se propage pas, est observée. Vous savez que cette dépolarisation ne se propage pas parce que c'est inférieur à 0 mV. Ça, c'est pas un potentiel d'action. C'est le potentiel d'action là qui se propage. On est d'accord? Donc, si le seuil est atteint, il génère un potentiel d'action qui se propage. Si le seuil n'est pas atteint, il génère une simple dépolarisation qui ne se propage pas et est observée. Voilà. C'est le rôle intégrateur du centre nerveux. C'est ça qu'on appelle le rôle intégrateur d'un centre nerveux. Et voilà. C'est ça en quelque sorte ce qu'on doit dire pour l'exercice. On a tout simplement analysé et interprété chaque expérience et expliqué comment ces résultats ont été obtenus. Donc c'est ça l'essentiel. Je pense que vous avez compris l'exercice. Juste pour vous dire avant de vous quitter, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les notifications qui vont venir. Je vous remercie.